La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans notre émission Grand Angle, et puis bonjour l'Afrique. Et puis, pour la première fois, notre émission, elle est en direct. Tout simplement parce que je suis arrivé à réunir ma petite famille. Donc mon grand garçon, Ahmed Ben Saada, est avec moi aujourd'hui dans le studio. Et puis, le cadet, Zine Chafawi, qui a changé de couleur politique, il s'est mis à droite, ça fait rien, on le laisse. Et puis on dit bonjour à notre directeur, M. Mamadou Sam, comme d'habitude, sinon... Voilà. Alors, aujourd'hui, dans Grand Angle, je profite de l'occasion que vous soyez là tous les deux, parce que d'habitude, c'est vrai, les gens qui nous suivent ont toujours l'habitude d'entendre Dr Ahmed Ben Saada, qui n'est plus à présenter, et puis la dernière fois, ça a fait beaucoup de bruit à travers le monde, traduit dans plusieurs langues, pour essayer de dire qui ils sont, ces gens-là qui s'attaquent à notre pays, qui s'attaquent à tous les pays, qui ne sont pas dans leur vision politique. Trial, qui s'est attaqué au général-major Khaled Nazar, en s'attaquant à Khaled Nazar, parce que je profite de la présence de Dr Ahmed Ben Saada pour parler de ce travail colossal de recherche, c'est qu'il s'attaquait à l'armée algérienne, alors que c'est une ONG qui est financée, c'est pas une ONG, c'est une officine qui elle servent les intérêts de puissances hostiles à l'Algérie, hostiles à l'Afrique, hostiles à tous les gens qui ne sont pas dans le même niveau. Donc, je vous remercie, Dr Ahmed Ben Saada, pour ce travail qui sert le monde entier. Et puis, voilà, on va mettre le décor en place, on va parler du Sahel, on va faire un tour d'horizon, puisque vous êtes là, de ce qui se passe dans les trois pays, dans l'Alliance des États du Sahel. On parlera juste après ça. FM 105.6 FM 98.4 FM et sur les ondes de cuivre. Ifriqiya FM, la voix africaine. Alors, Dr Ahmed Ben Saada, je vous laisse la parole. Vous êtes aujourd'hui chez vous, vous êtes rentré au Bercail, chez votre papa, hein? Alors, bonjour Monsieur Mediouni, bonjour Zine Chafawi, c'est un plaisir d'être avec vous au studio aujourd'hui. Et bonjour l'Afrique, comme d'habitude. Voilà, on ne l'oublie pas. C'est Zine Chafawi, merci d'être là aussi. Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je salue par la même occasion les auditrices et les auditeurs d'Ifriqiya FM. J'espère que nous serons encore une fois à la hauteur de leurs attentes. Ah ben, on espère, on essaie toujours de faire de notre mieux pour mieux servir. We do our best, c'est ça, c'est ce qu'on dit en anglais. Exactement. Ben voilà, aujourd'hui, le Sahel, des choses ont changé au Sahel. Le Mali, qu'on pensait déjà sur la voie de sortie de crise après le vote de la Constitution, la nouvelle Constitution, il se retrouve dans un tourbillon de violence ces derniers mois. Des partis extérieurs au Mali, j'en suis convaincu, je ne sais pas ce que vous pensez tous les deux, ont dynamité les efforts qui étaient autour de l'accord d'Alger pour arriver à un niveau de violence dans le nord du Mali. Donc on va prendre pays par pays et je vous donne justement, moi personnellement, j'ai lancé un appel à ce que toutes les parties reviennent à la table, c'est le seul moyen, et de placer le Mali au-dessus de toute considération pour qu'on pense surtout aux rêves des Maliens pour un pays fort, pour un pays prospère en Afrique. Dr Ahmed Ben Saada. Oui, il est vrai que la situation actuelle au Sahel est plus qu'inquiétante parce que avec tous les changements de régime qu'il y a eu, les changements de gouvernement qu'il y a eu tout récemment, ça n'a pas, disons, plu ni à la CEDEAO ni aux pays occidentaux qui étaient chez eux dans cette région du monde et qui maintenant se retrouvent chassés pour certains de cette région. Donc il est clair que cette région va subir des pressions. Et puis même, je rappelle
qu'un des anciens officiers de la DGSE française avait dit que maintenant que l'armée française et que les diplomates français ne sont plus présents dans cette région, on peut fomenter des rébellions, on peut fomenter des choses qu'on ne dit pas. Autre chose, tout récemment, nous avons vu aussi un individu du nom de Akli Chaka qui est apparu sur I24 et qui réclamait, en fait, qui revendiquait le fait qu'il avait le droit de déclarer la guerre à l'Algérie. Ce monsieur-là est un Touareg de Libye et il revendique le nord du Mali, c'est-à-dire la région de l'Azawad, avec la problématique de cette région. Je rappelle que ce monsieur est apparu sur I24, donc sur une chaîne sioniste, et que cet individu aussi a des relations avec des groupes islamistes radicaux, comme Rachad, par exemple. On les a vus avec des membres de Rachad dans des plateaux de télévision, etc. Ça veut dire qu'ils épousent la même disons, idéologie. Donc, au sud de notre frontière, c'est clair qu'il va y avoir beaucoup de pression pour éviter que la stabilité s'installe dans cette région. Et il faut faire très très attention. On l'a vu récemment avec les attentats qui ont eu lieu au nord du Mali, et les attentats qui ont eu au Niger, etc. Au Burkina Faso aussi. Zine Cherfaoui, justement cette recrudescence d'actes terroristes, à chaque fois où la France, elle est, désolé de le dire, mais c'est une vérité qu'on ne cache plus, à chaque fois où la France, elle est touchée dans ses intérêts, on trouve une recrudescence d'attaques terroristes. Ça veut dire quoi, Zine Cherfaoui? Ça veut dire que le continent africain de manière générale et plus singulièrement le Sahel sont des espaces extrêmement disputés. Vous avez suivi ces 2 dernières années tout l'intérêt que portent les grandes puissances, les puissances moyennes à ce continent. Alors, il arrive que ces puissances grandes et moyennes évoluent sur le continent de manière apaisée, mais malheureusement, très souvent, cela se fait par le biais de guerres interposées. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes un peu dans ce cas de figure. Donc, vous avez la France dont la puissance a commencé à décliner en réalité à partir de 1956, lorsque la France, avec la Grande-Bretagne, avec Israël, ont essayé de contrarier le processus de nationalisation du canal de Suez par les Égyptiens. Et donc, ces 3 pays ont été rappelés à l'ordre par à la fois l'Union soviétique et par les États-Unis, mais ça marquait déjà le déclin de la France au niveau mondial. Et ce déclin n'a cessé de s'accentuer au fil des décennies. Et aujourd'hui, le départ de la France à la fois de la Centrafrique, mais aussi du Mali, mais aussi du Niger, acte la fin de la France en Afrique. Donc aujourd'hui, la France n'est pas une puissance mondiale, ni une puissance moyenne, mais elle est beaucoup moins que ça. Donc évidemment, comme vient de le dire le docteur Ben Saada, ce départ risque de ne pas se faire de manière, j'allais dire, soft. Et donc aujourd'hui, nous assistons à des résistances. Ces résistances-là peuvent être effectivement s'étaler sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Donc la France va essayer de garder entre guillemets ce que les chercheurs appellent son précaré, mais aujourd'hui je pense qu'elle n'a pas les capacités à la fois politiques, économiques et militaires pour aujourd'hui assurer sa durabilité sur le continent. Alors, pour le Mali, avant de clore le dossier Mali, parce que je voudrais passer par les 3 pays. Alors, pour le Mali, avec ce qui se passe, vous pensez qu'il y a une possibilité de stabiliser le Mali encore une deuxième fois et de revenir à des concessions de part et d'autre pour consolider le processus en cours pour aller vers des élections présidentielles, Dr Ahmed Ben Saada? Alors, à mon avis, le Mali n'a pas le choix
que d'aller vers une solution qui amène la paix et la stabilité dans son pays. Et ce qu'on a sur la table actuellement, ce sont les accords d'Alger. Donc on peut penser que ces accords d'Alger peuvent évoluer, peuvent être transformés, mais sur la table actuellement, nous n'avons que les accords d'Alger qui peuvent être une base de discussion pour le futur, et surtout pour adapter aussi la constitution qui a été votée, et pour garantir la sécurité du pays. Et j'aimerais dire autre chose, c'est que ces pays qui se targuaient de combattre, comme la France, de combattre le terrorisme, et dès qu'ils sont partis, le terrorisme a augmenté. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui combattaient le terrorisme, ça veut dire juste que il y a une volonté d'armer ces gens, parce que ces gens ne produisent pas d'armes. Il n'y a pas d'usine d'armes dans le Sahel. Ils n'ont pas la capacité de nuisance s'ils n'avaient pas un armement adéquat. Justement, vous faites bien de me rappeler ce contexte de ce problème d'armes. Moi, je dirais tout simplement, je vous rejoins, que les accords d'Alger ne sont pas figés depuis qu'ils ont été mis en place à ce jour. Beaucoup de choses ont évolué et je crois que la diplomatie algérienne doit continuer à travailler pour essayer d'améliorer, d'apporter les correctifs aux accords d'Alger pour un meilleur consensus autour de cet accord afin de donner au Mali, donner d'abord une chance à la paix au Mali et une sortie de crise politique au peuple malien qui mérite justement de vivre en paix, en prospérité, et on pense à toute cette jeunesse africaine qui a besoin qu'aujourd'hui les politiques mettent leur pays au-dessus de toute considération afin de ne pas supprimer l'espoir des générations futures. Donc on clôt avec le Mali pour l'armement. Je rappellerai juste que, pour passer à autre chose, je voudrais juste préciser pour ce qui est des armes. L'ex-président du Nigeria avait déclaré que les armes qui ont été déversées sur l'Ukraine ont été retrouvées en Afrique. D'accord ? On fait le parallèle, même dans cette histoire de l'attaque des groupes de Hamas à Jérusalem, du moins en Israël, des armes de l'Ukraine ont été retrouvées sur le champ de bataille. Et je crois qu'il faudrait qu'on fasse une émission un jour sur le danger du déversement de l'armement sur l'Ukraine, qui sont de grands trafiquants d'armes, et ça, ils sont connus depuis la nuit des temps. Alors, comme on a vu aussi en Libye, c'est-à-dire la destruction de la Libye, a vu un déversement d'armes dans le Sahel à partir de cette destruction-là. Exactement. Donc, alors, on va clore ce chapitre Mali, et puis on reviendra pour le Burkina Faso. Ifriqiya FM 105.6 FM 98.4 FM et sur les ondes de courbe. Ifriqiya FM, la voix africaine. Eh ben voilà, donc alors le deuxième pays de cette alliance des pays du Sahel, le Burkina Faso, qui je pense actuellement c'est le plus stable. Malgré, il y a eu une tentative de coup d'État dernièrement. D'ailleurs, l'auteur de cette tentative a été abattu lors de son arrestation, ce qui a été déclaré par la presse burkinabé hier. Il y a eu un communiqué sur ça. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire un grand travail. Et il a été très critique par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il dit que ce que je devais faire, je ne peux pas le faire pour le moment. Il a été très franc que même la solde des combattants avait des difficultés à la verser. Et surtout en ce moment où le Burkina Faso pratiquement ne maîtrise pas 40% de son territoire. Et ça, les pays, et ceux qui, soi-disant, parce que quand on voit la Palestine aujourd'hui, alors tout le monde est terroriste, d'accord ? Mais quand on veut lutter contre le terrorisme, personne ne trouve d'aide. Est-ce qu'aujourd'hui, les États, les grandes puissances, je parle d'abord les Américains, s'ils ont vraiment envie de liquider le terrorisme dans la partie sahélo-sahélienne, ils doivent aider ce pays à s'armer. La Russie, on la comprend avec son effort de guerre pour l'Ukraine, elle a eu des difficultés à répondre aux sollicitations du Burkina Faso.
la Chine, elle doit jouer un rôle. Je crois que la Chine, elle est en train de se replacer en Afrique d'une façon extraordinaire. Et le Burkina fait partie de cette route de la soie, qu'on ne l'oublie pas. Donc, est-ce que la Chine pourra être l'allié, l'aide du Burkina Faso en cette période de crise? Oui, alors avant de parler du Burkina Faso, il serait intéressant de replacer le sujet dans son contexte. Alors nous parlons d'une région qui s'appelle le Sahel. Le Sahel qui fait à peu près plus de 6 millions de kilomètres carrés. Alors il y a quelques années, la communauté internationale, et en premier lieu l'Algérie, a beaucoup fait pour stabiliser le Sahel. Donc depuis pratiquement 2013, l'Algérie, grâce à sa diplomatie ou par l'intermédiaire de sa diplomatie, n'a ménagé aucun effort pour essayer de stabiliser le Mali. Ça s'est fait donc dans un premier temps avec la conclusion de l'accord d'Alger en 2015. Bon, elle le fait en aidant les pays comme le Niger. Elle le fait en aidant, on n'en parle pas beaucoup parce que la diplomatie algérienne a cette qualité d'être très discrète. Elle fait beaucoup pour stabiliser la Somalie, même si la Somalie ne fait pas partie du Sahel. Elle fait beaucoup pour stabiliser le Burkina Faso. Donc il y a énormément d'aides, qui soient matérielles ou qui soient financières, etc., qui est donnée à ces pays. Malheureusement, ces derniers mois, nous assistons à une sorte de ce que j'appellerais moi un retour à la case de départ. Je suis tenté de dire qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023, la région a fait une régression de 10 ans. Autant nous avons applaudi les changements qui ont eu au Mali, au Burkina Faso, etc., parce que ce sont des changements qui participent de la libération de l'Afrique, autant aussi malheureusement ces changements se sont accompagnés ou, si vous voulez, d'instabilité. Alors le Mali, tout à l'heure nous venons d'en parler, donc il est confronté à un double problème. Donc nous avons une explosion des actes de terrorisme et nous avons une resurgence de la rébellion du Nord. Aujourd'hui, il est important de réaffirmer la centralité des accords d'Alger parce que ce n'est que par le dialogue qu'il est possible de stabiliser le Mali et de régler la crise ou les crises multiformes auxquelles il fait face. Alors le Burkina Faso, c'est probablement le pays le plus pauvre de l'Afrique de l'Ouest. Il est enclavé, il n'a pas d'accès à la mer, les ressources sont insuffisantes pour les 19 millions de Burkinabés qui y vivent. Donc, en plus de cela, c'est un pays qui est confronté depuis au moins 5 ans à un terrorisme des plus sauvages, des plus aveugles. Ce pays n'a pas les moyens. Ce pays, tout simplement, moi je vous le dis, je vais aller au Burkina Faso vendredi. Donc je vais retrouver des amis. C'est un pays que je connais très bien. Donc si la communauté internationale, à commencer par l'Afrique, ne vient Tu pas... Tu passeras le bonjour à notre ami Ibrahim Traoré. Bien évidemment, voilà. Et j'espère avoir l'honneur et le plaisir de le rencontrer. Voilà, donc si la communauté internationale aujourd'hui ne vient pas en aide à ce pays, c'est sa survie qui est menacée. Donc aujourd'hui, il faut fournir des armes au Burkina Faso, il faut fournir des financements, etc., pour lui permettre d'affronter les groupes terroristes. Vous l'avez dit en introduction, aujourd'hui, le Burkina Faso ne contrôle que à peu près 50% de son territoire. Il n'arrive à gérer, ou si vous voulez, assurer la sécurité que des principales villes. Aujourd'hui, il est impérieux de sauver le Burkina Faso, parce que si le Burkina Faso s'effondre, il faut s'attendre à ce que l'instabilité, si vous voulez, s'étale ou touche les autres pays qui, au plan économique, ne sont pas également très, très solides. Oui. Et je vous rejoins sur une chose aussi. Je pense que les autorités burkinabées ont pris en considération qu'en faisant ce changement au Burkina Faso, il fallait s'y attendre à une résistance et surtout au travail de sape qui est fait par les puissances étrangères et l'ex-puissance coloniale pour que cette expérience ne réussisse pas. Donc je pense qu'ils l'ont pris en considération. Mais ce qui m'a plu au Burkina Faso, il y a une mobilisation populaire. Il a expliqué les choses à son peuple. D'abord, est-ce qu'il n'a pas, Dr Ahmed Ben Saada, pris en considération dans sa feuille de route l'expertise algérienne en matière de lutte antiterroriste? Parce qu'il associe d'abord transparence dans la gestion, il associe
des petits chantiers de développement pour donner un peu d'économie à sa population, la prise en charge de ceux qui font face au terrorisme sur le plan pécunier et ainsi de suite, pour arriver à un résultat plus efficace dans cette lutte, Dr Ahmed Ben Saïd. Oui, on l'a remarqué dans son dernier discours, qui était très, je dirais, très proche de son peuple, qui était très honnête, très franc par rapport à son peuple, qui a dit les vérités, c'est-à-dire les difficultés son gouvernement, auxquelles son gouvernement fait face. Et donc, cette franchise, à mon avis, produit un effet très intéressant, c'est-à-dire que le peuple adhère à son gouvernement. En ce qui concerne les changements qui ont eu au Sahel, moi je pense au contraire que c'est un changement très salutaire, que ça va pas être facile, c'est sûr que ça va pas être facile parce que un changement en fait un changement de paradigme politique s'accompagne toujours par des perturbations, parce que tout changement est problématique, et surtout quand il s'agit de ressources, d'argent, en fait, d'hégémonie politique dans une région. C'est pas facile, mais je pense que c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix à faire actuellement. Il faut affronter la difficulté, et je pense que si le peuple malien, si le peuple burkinabé, si le peuple nigérien, tous ces peuples-là font amalgame avec leur gouvernement, ils vont réussir dans la difficulté, mais ils vont réussir. Je rappelle une petite corrélation entre l'article que tu as cité au début, que j'ai écrit sur l'Algérie. Il y a les organismes qui sont en train de poursuivre l'armée algérienne actuellement. Ils sont liés à d'autres organismes. En fait, ils travaillent ensemble. Et ils travaillent en Afrique. Et le Burkina Faso est noyauté par des ONG, des radios, des médias, qui sont financés par George Soros et ses acolytes. Il y a un mouvement, par exemple, très connu, il s'appelle Balai Citoyen, par exemple. Balai Citoyen, c'est un mouvement populaire qui est financé par Soros. Il y a des médias au Burkina qui reçoivent de l'argent de ces fondations. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire que le problème qu'on voit ici, que j'ai analysé pour l'Algérie, il peut s'étendre aussi en Afrique. Nous savons que George Soros a fait de l'Afrique sa base arrière, et il est extrêmement présent dans la région du Sahel. Voilà. Eh ben voilà, on clôt ce dossier Burkina, et on souhaite Burkina Faso, on souhaite tout le bien au peuple burkinabé, et puis on reparlera juste après ça du Niger. Ifriqiya FM 105.6 FM 98.4 FM et sur les ondes de courte. Alors, toujours, nos chers amis africains, nous sommes toujours en direct sur Ifriqiya FM, dans Grand Angle, avec la famille réunie. J'ai pu récupérer mes 2 enfants, je suis très heureux aujourd'hui. Et là, on va parler du Niger. Alors, le Niger, l'Algérie a joué un grand rôle, d'abord en évitant au Niger de la violence. On a même fermé notre espace aérien, et on a interdit notre espace aérien à la France, qui voulait intervenir militairement et qui ne voulait pas sortir du Niger. Finalement, on est en train de déplacer, et ça, c'est le travail de la diplomatie algérienne. Finalement, elle a accepté de partir, son ambassadeur est parti, et ils disent qu'il n'y aura pas un autre pays africain pour les accueillir, ils doivent rentrer au Bercail. Mais la frontière algérienne, elle est restée ouverte pour le Niger. L'aide humanitaire a été donnée au Niger, d'ailleurs, sans qu'il y ait cet événement. Depuis tout le temps, les pays de la rive sud de l'Algérie ont toujours reçu de l'aide de l'Algérie, et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, même l'économie algérienne, elle travaille aussi pour ces pays, pour ces frontières, et ça, tout le monde le sait. Alors aujourd'hui, le Niger, les autorités qui sont en place au Niger ont entamé un processus. Ça fait pratiquement plus de 2 mois qu'ils sont à la tête du Niger. Il y a d'abord la solidarité du peuple nigérien avec les nouvelles autorités.
Donc, et malgré les pressions de la CEDEAO, malgré les pressions et le travail de sape de la France, ces autorités nigériennes continuent dans leur voie. Il y a eu des incompréhensions, et c'est là où je dis, désolé, on est dans la presse, mais des fois, il faudrait laisser ce qui est diplomatique, le laisser aux diplomates, parce que dans ce genre de négociations, souvent, c'est souterrain. C'est dans l'ombre qu'on arrive à régler les grands problèmes. Et Dr Ahmed Bessaada, on en parlait tout à l'heure, personne ne s'attendait à une réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran jusqu'à la dernière seconde, n'est-ce pas, Dr Ahmed Bessaada? Exactement, donc la diplomatie doit être souterraine comme tu le dis très si bien. Il y a une incompréhension. Il y a eu une incompréhension, quoique l'Algérie est toujours prête à offrir ses services de médiation pour revenir à une situation normale au Niger. Mais je rappelle que de l'autre côté, il y a aussi des menaces, de lourdes menaces. Je rappelle que il n'y a pas longtemps de cela, toujours sur France 24, comme par hasard, le président de Guinée-Bissau a dit que l'option militaire était toujours d'actualité. Là, tout récemment, il y a eu toujours France 24 avec la même personne, le même intervieweur. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a dit que l'option militaire était toujours d'actualité. Donc, vous voyez que qu'il proclame ça, qu'il déclare ça sur France 24. Je rappelle que France 24 est un média qui dépend directement du Quai d'Orsay. Donc c'est le porte-parole. Vous pouvez même dire une officine. Une officine, voilà. Exactement. Donc qu'ils disent ça veut dire que en coulisses, toujours en coulisses, le pays colonisateur de cette région ne lâche pas le morceau aussi facilement que ça. Donc il faut d'un côté l'Algérie cherche une solution pacifique, et de l'autre côté vous avez ces pays-là de la CEDEAO, et poussés bien sûr par la France, qui cherche toujours à bombarder les populations civiles de ce pays. Donc alors on voit la nette différence entre un pays qui veut la paix dans cette région et un pays qui veut le chaos dans cette région-là. Oui, Dr Ahmed Bensaada, preuve en est que, d'ailleurs même dans cette déclaration du ministre des Affaires étrangères du Nigeria à France 24, il a parlé que la CEDEAO, parce que c'est le Nigeria qui préside la CEDEAO, a pris acte de la demande de médiation algérienne, et qu'il la considère comme tout ce qui travaille à la paix, il est le bienvenu. Donc les options, elles sont toutes sur la table, mais pour le moment, ce qui est intéressant de dire, c'est que l'option paix l'a emporté sur l'option guerre. Et ça, c'est ce qui donne un peu la chance à une solution politique de sortie de crise, n'est-ce pas, Zine Chelfaoui? Oui, absolument, et je suis heureux que l'option de la paix l'ait emporté. C'est vrai, comme vient de le dire le docteur Bensaada, ce n'est pas encore acquis, parce que les scénarios sont là, on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer, mais effectivement, pour le moment, l'option de l'intervention militaire a été écartée, et c'est tant mieux, moi je vais vous le dire. Alors nous venons de parler du Mali, nous venons de parler du Burkina Faso. Il faut absolument éviter qu'il y ait une guerre au Niger. Si il y a une guerre au Niger, vous aurez un théâtre de crise qui va aller du Mali jusqu'au Soudan. Et il sera extrêmement difficile d'éteindre le feu. Vous voyez, le Soudan, nous pensions que ça allait être une question de jours ou de semaines. Vous avez, depuis plusieurs mois, vous avez une guerre fratricide. Qui a dépassé les 10 000 morts. Hein. Qui a dépassé les 10 000 morts. Et puis, il y a l'épidémie de choléra qui commence à tuer au Soudan. Oui, et c'est ça, oui. justement, les conséquences de ces crises, ces instabilités, qui ne permettent pas à l'Afrique de relever la tête. Et c'est malheureux. C'est pour cela qu'on doit tous se mobiliser en Afrique pour plus de paix, surtout pour les générations qui vont venir, qu'ils trouvent des pays où ils peuvent se sédentariser, parce que la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière pour ces Africains. Et c'est ça ce qui est malheureux. Alors, je crois qu'on a fait le tour d'horizon.
Nous avons dépassé le temps, mais comme on avait dit bonjour à M. Mamadou Sam, je pense que voilà, c'est réglé, le problème est réglé. Et puis, mesdames et messieurs, alors je vous dis merci de nous avoir suivis en direct pour la première fois. Merci à Dr Ahmed Ben Saada, Zine Sharfawi, merci à l'Afrique qui nous écoute. Et puis, vu la musique africaine, je crois que je vais changer de rubrique. Je vais faire une rubrique musicale. C'est tellement beau l'Afrique. Allez. Ifriqiya FM 105.6 FM 98.4 FM et sur les ondes de cuivre. Ifriqiya FM, la voix africaine.